Y avait-il des Juifs en Nouvelle-France, dont une partie est aujourd'hui le Québec, durant la colonisation française, à partir du XVIIe siècle, avant la conquête anglaise, c'est-à-dire au milieu du XVIIIe siècle? La Nouvelle-France de Jacques Cartier et Samuel de Champlain n'était-elle constituée que de catholiques, comme on le croit souvent? S'il y avait des Juifs, qui étaient-ils? Des Juifs, des marranes, c'est-à-dire des Juifs en apparence chrétiens, mais qui continuaient à pratiquer le judaïsme en secret, des crypto-juifs, c'est-à-dire des juifs convertis de force au christianisme. Que reste-t-il de cet héritage-là? C'est ce que je vous propose de découvrir au travers d'un roman historique, La flûte de Raffi, par André Vanas. André Vanas, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir pour ce premier entretien du magazine des cultures juives. Vous êtes un acteur marquant de la scène littéraire québécoise, d'abord auteur, romancier pour adultes et pour la jeunesse. Essayiste, vous avez écrit 2 récits biographiques sur 2 figures littéraires de proue de la littérature québécoise, le poète Émile Nelligan et l'écrivaine Gabrielle Roy, qui a reçu, je le rappelle, le prix Femina en 1945 pour son livre Bonheur d'occasion. Vous êtes également directeur littéraire du magazine Lettres québécoises. Vous avez enseigné la littérature à l'université à l'UQAM. Vous êtes membre des lettres de l'Académie des lettres du Québec. Et aujourd'hui, vous nous offrez cet ouvrage, ce roman historique qui se déroule au XVIIe siècle. Il a pour héros deux hommes, un père et un fils. Le père est juif, il est né à Cracovie. Le fils, François-Noël, né et baptisé chrétien. Et après une jeunesse en France, il immigre en Nouvelle-France, c'est-à-dire au Québec, en 1665. Donc votre roman historique se déploie sur 2 continents. Alors, il y a des tas de personnages, les personnages que je viens de mentionner dont on reviendra sur eux, mais il y a aussi comme personnages des villes. Alors, quelles sont les villes que tous les auteurs traversent? Mais le roman commence à Cracovie, bien sûr. Il va être suivi de plusieurs villes dans lesquelles le héros, Pavel, va plutôt passer. Donc, ça va être Gdansk, avant Gdansk, ça va être Varsovie. Et ensuite, il va s'établir à Hambourg, où il va rester un certain nombre d'années. Ensuite, il va passer à Amsterdam, où il va rester longtemps. Ensuite, il va aller à Rouen pour des raisons qu'on pourra expliquer peut-être plus tard. Et ça se terminera plutôt d'une façon tragique. Et François, le fils, quittera en catimini vers la Nouvelle-France, où il va tenter de faire une nouvelle vie dans ce nouveau pays. Alors, au travers de ces villes, on traverse aussi des univers de métiers de marchands, métiers autour de la vente des tableaux, donc tout l'univers de la peinture, et celui aussi de la musique. Donc nous sommes à la fois au cœur de l'Europe, au cœur de cette Nouvelle-France, et on apprend beaucoup de choses sur les us et coutumes de ce monde à ce moment-là. Mais je voudrais revenir d'abord sur le nom. Comment naît, je veux dire, quel est le nom de naissance de votre héros? Il s'appelle Pavel Sochette, et vérification faite auprès de Joseph Poterko, qui est polonais. C'est une sorte de déformation de Sohet, qui veut dire boucher rituel. Sohet, c'est ça. Sohet, ouais. Ouais. Et donc, il débute sous le nom de Pavel Sochette, ouais. Et en cours de route, parce qu'il a quitté sa famille, parce qu'il se sent comme un traître, il va modifier son nom sans que ce nom-là apparaisse avant Amsterdam en celui de Haas, c'est-à-dire du lièvre. La Haas, en français, quand on était jeune, on disait le bœuf, la vache, le lièvre, la Haas, la poule, le coq, etc. Et donc, il va s'appeler Haas, mais ça ne sera pas peut-être utilisé souvent, sauf à Amsterdam, où il doit avoir une sorte de passeport. Et c'est là qu'il va s'appeler Pavel Vanahas, H-A-A-S. C'est un nom juif qu'on connaît. Et donc, il va utiliser ce nom, puis il va se transformer, en arrivant en Nouvelle-France, en Vanas. Quel est donc votre nom? Est-ce que c'est une fiction ou vous avez un petit peu retracé votre généalogie? Ce n'est pas une fiction. Ce qui est une fiction, si je parle de Pavel, Pavel est baptisé au nom de Paul Vanas. Nous savons qu'il a été baptisé à Rouen. Nous ne savons pas d'où il vient. Et comme il n'y a pas de Vanas en France, pas plus qu'en Belgique, ou à peu près pas, on s'est rendu compte que le nom remontait jusqu'à la Hollande ou les Pays-Bas. Et là, moi, j'ai choisi justement que la transition se fasse de Paul Vanas, de Sochette à Paul Vanas à Amsterdam. La partie qui précède Rouen, il y a une part que j'ai inventée de toutes pièces.
Parce qu'on ne sait rien de ces héros. Et vous avez raison, j'ai décidé que mes héros seraient des personnages qui connaîtraient une belle vie, en tout cas c'est très sympathique, et que cette vie se tournerait autour, vous l'avez dit, du commerce, mais aussi et surtout de l'art, de la peinture, de la musique et même de l'écriture. Alors, Paul quitte Pavel, quitte Cracovie parce que il ne veut pas continuer le métier de son père, de ses ancêtres, qui est celui d'être abatteur rituel, chorette. Donc il s'en va en quelque sorte vers lui-même. On a une expression biblique dans le livre de la Genèse qui dit Lech lecha, va vers toi. Et là, effectivement, il va découvrir le monde, il va découvrir des métiers, et puis il va découvrir aussi l'amour. Votre ouvrage est truffé de rencontres. Les femmes sont extrêmement importantes. Oui, mon fils m'a même dit que j'étais féministe, ce que j'ai appris. Mais effectivement, les femmes occupent beaucoup de place et les femmes ont des tempéraments extrêmement forts. Je me souviens que mon ami Yvon Barré, qui est romancier, qui me disait, il dit, Rebecca est une personne extraordinaire qui a réussi à prendre en main sa destinée, tout autant que Marguerite, qui va quitter la communauté, décider de devenir spécialiste en parfum et qui va réussir une très belle vie sans le support d'aucun homme, parce qu'elle a dit jamais un homme ne dirigera ma vie, et c'est ce qu'elle a fait. Et donc, oui, les femmes sont très, très importantes. Et il y a aussi le cas d'Esther qui est extrêmement touchant, cette jeune fille qui est tombée amoureuse de Pavel dès la première fois où elle l'a vu, et que lui va l'adopter, mais elle va l'adopter en pensant qu'elle va le marier. Et on verra ensuite les événements qui sont plutôt tristes et douloureux. La Rebecca dont vous parlez, c'est la grand-mère de Pavel. Oui. Et donc Marguerite, ça va être son amante. Esther, il va l'adopter comme fille, même si elle, dans l'esprit de ces jeunes filles, il y avait d'autres souhaits, d'autres desseins. Alors Pavel, à un moment donné, va venir à Rouen. Est-ce que vous pouvez nous dire Rouen, à ce moment-là dans l'histoire, pourquoi vous avez choisi cette ville? Je l'ai choisi par obligation, première des choses. Ce que je trouve intéressant, c'est je connaissais un peu l'histoire de l'Europe à cette époque, mais je ne m'attendais pas à ce que tout concorde. Je voulais que Cracovie, Hambourg et Amsterdam soient des périodes extrêmement heureuses pour mon personnage. Je ne voulais pas de génocide. Effectivement, il n'y en a pas. En tout cas, quand il arrive à Rouen, il se marie, mais il cache son judaïsme. C'était la condition. Quand il a marié Barbe Montel, qui est aussi juive, mais descendante chrétienne, il a dit, je suis prêt à me convertir, parce qu'il savait très bien que s'il ne se mariait pas avec elle, on la lapiderait comme une fille de je ne sais pas quoi, parce qu'elle est enceinte. Et donc, il a décidé qu'il continuerait à pratiquer sa religion en cachette, parce que pour lui, la religion chrétienne n'était qu'une façade d'un certain côté. Néanmoins, à un moment donné, peut-être par, comme dirait Freud, un acte manqué, il rentre dans sa boutique avec un talit et sa kippa, et là donc ils sont dénoncés comme étant des juifs maranes, et vous l'avez dit, on peut déjà peut-être révéler, sa vie s'arrêtera à ce moment-là. Son fils s'en va, se réfugie en Nouvelle-France. C'était quoi le Québec à ce moment-là? C'était presque rien. Il faut savoir que le Canada a été découvert en 1534, jusqu'en 1608 avec Champlain. Il se passe à peu près rien. Donc on commence en 1608, ça fait 60 ans, alors que les États-Unis envoyaient des immigrés en Amérique par milliers. La France était plutôt chiche de ce côté-là, ce qui fait qu'au moment où il arrive à Trois-Rivières, ils sont peut-être 30 000, Québec, Montréal, les Trois-Rivières. Alors est-ce qu'il y avait des juifs ou des maranes ou des crypto-chrétiens à votre connaissance à ce moment-là? Des maranes et des juifs, non, mais des crypto-chrétiens sûrs, parce que j'ai regardé dans les livres sur les noms des familles juives en France pour découvrir, puis je suis sûr que j'en ai oublié beaucoup, que 97 familles sont répertoriées, des noms de famille, des patronymes, et là-dessus, on peut le nommer, parce que c'est amusant. Oui, mais les Lévesque, c'est René Lévesque, Parizeau, c'est Parizeau, puis Landry. 3 premiers ministres ont des noms qui ont des origines juives. Possible, ce n'est pas absolument sûr.
On dit toujours, c'est possible. En tout cas, on sait que des Juifs ont porté ces noms de Parisot, d'André et l'évêque, et beaucoup d'autres. Donc il n'y a pas seulement l'épisode de Esther Brando qui en 1738 débarque à Québec travestie en homme et on découvre qu'elle est juive et elle refuse de se convertir au christianisme et s'en va. En 1760, avec la venue des Anglais, il y a la fameuse famille Hart qui va s'établir à Trois-Rivières. On peut donc supposer que pendant la présence française au Québec, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient d'origine juive, qui se sont converties au christianisme et qui sont venues s'installer ici. Donc au fond, votre ouvrage, La flûte de Raffi, vient ébranler une pensée monolithique sur le Québec qui n'était pas uniquement constituée de catholiques. On sait aussi que les protestants n'avaient pas le droit, comme les juifs de cette venue des Anglais. Donc ce n'est pas seulement... Est-ce que c'est ça que vous avez voulu montrer dans votre ouvrage? Totalement, totalement. Je ne crois pas à l'unicité de la race française constituante du Québec, parce que c'est d'une certaine façon un mensonge. Parce qu'il y a beaucoup de noms actuellement qui sont québécois, je pense au Campo, mais c'est italien. Il y a des noms basques, il y a des noms portugais, il y a des noms allemands, il y a des noms évidemment écossais plus tard, mais irlandais. On a une famille, les Johnson, qui ont eu 3 premiers ministres. Le père et les 2 fils ont été premiers ministres de 3 partis différents, ce qui est magnifique. Et donc, on se rend compte que notre pays, c'est un pays, je dirais, très diversifié. Alors, La flûte de Raffi, c'est un roman historique qui nous met au cœur de toutes ces problématiques, la quête des origines, la diversité culturelle. On rentre dans ce roman et puis voilà, on se laisse traverser par l'histoire de ces 2 hommes et de toutes ces femmes. Merci. Ça fait plaisir.